Bonjour, je suis Guillaume Vimenet, fondateur et auteur philosophe chez Autopoïèse. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter l'approche autopoïétique et de vous expliquer pourquoi il faut absolument la connaître. Dès maintenant, likez, commentez et abonnez-vous à nos contenus. Je commencerai par une citation du philosophe français Henri Bergson. Pour un être conscient, exister consiste à changer. Changer à se mûrir à se créer indéfiniment soi-même. Notre question est la suivante. Quel est le bilan de notre culture? Notre culture occidentale connaît une période trouble et chaotique, où la production et l'imitation se sont substituées à l'innovation et à la création. Rapidement et sûrement, la vie décline sur Terre. La 6e extinction de masse est en cours. Face au pire, annoncé depuis déjà plusieurs décennies, nos vieux modèles de pensée et de vivre subsistent, eux, invariablement, tels des fantômes revenus du passé. La standardisation a tué toute imagination, faisant porter une menace existentielle sur notre civilisation. L'extinction de l'Holocène paraît désormais irréversible. Le rythme d'extinction des espèces est supérieur au taux normal. Depuis 1900, les disparitions d'espèces ont été multipliées par 100. Selon certains calculs, entre 1970 et 2016, la taille des populations de vertébrés aurait diminué de 60%. Toutes les régions du monde sont concernées par le recul des populations. 75% de l'environnement terrestre propose des signes importants de dégradation liés aux activités humaines. La biomasse des mammifères sauvages a diminué de 82% et les écosystèmes naturels ont perdu environ la moitié de leur superficie. 1 million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction. La moitié des espèces vivantes pourraient s'éteindre avant 2100. Cette extinction massive du vivant semble inédite. Il s'agit d'une annihilation biologique consciente et presque délibérée. La surconsommation, notamment dans les pays riches, constitue le facteur principal d'anéantissement du vivant. Cette surconsommation s'appuie sur le désir mimétique, la répétition automatique de schémas de production et destruction. En résumé, la vacuité spirituelle inhérente au capitalisme. Alors, ce crime contre la vie est-il un problème d'ingénierie ou de philosophie? Détruire le sensible, nier la valeur de la vie, renvoie forcément moins à un enjeu de nature matérielle qu'à un problème d'ordre spirituel. La culture occidentale a pris pour fondement la métaphysique transcendantale platonicienne que le christianisme a prolongée. Cette philosophie s'appuie sur un arrière-monde, un monde des idées invisibles. Cette représentation d'un ailleurs, d'une vérité au-delà du sensible, d'une réalité plus fondamentale que le visible, n'a pu que d'évaluer le monde sous nos yeux. Le christianisme, platonisme pour le peuple, dira Nietzsche, a entériné cette dépréciation ontologique de l'ici et maintenant au profit d'un monde vrai dans les cieux. Le réel et le vivant deviennent alors une fable. Le protestantisme a radicalisé cette pensée, permettant ainsi l'essor du capitalisme. Comme l'analyse Max Weber, dans le puritanisme, le croyant trouve les signes de son élection au ciel dans la réussite économique. La sécularisation de cette représentation explique en partie le développement de cette cage d'acier dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le gain est devenu la fin que l'homme se propose. La crématistique, la logique d'accumulation, proviendrait donc de cette métaphysique transcendantale. Sur Terre, l'homme ne cherche qu'à percevoir son statut d'élu au ciel. A contrario, les philosophies immanentistes, qui refusent d'envisager un ailleurs meilleur aux dépens du réel, semblent plus à même à défendre la valeur de la vie. Pour les bouddhistes, les stoïciens, les cyniques, c'est le monde sous nos yeux qui renferme un caractère sacré. La valeur de la vie est alors absolue. On voit donc s'opposer deux psychismes. Un psychisme ascensionnel, pour qui seul le ciel n'a de grâce. Je cite par exemple le pape Jean-Paul II, « La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. » S'oppose à cela un psychisme d'en bas, qui prône l'irréductibilité du réel et refuse d'espérer un au-delà de l'existant, une vérité cachée réconfortante pour accepter la seule réalité de la Terre. La philosophie semble donc directement en cause dans le déclin de la vie et le néant de la civilisation. Notre philosophie est-elle possible? La philosophie minimaliste des cyniques, la discipline de l'assentiment des stoïciens, l'esprit de l'amorphatie nietzschéen constituent des alternatives aux représentations transcendantales. À la recherche d'accumulation, d'altitude et d'élection, ces traditions préfèrent une ascèse stricte et rigoureuse. De nos jours,
Force est de constater que ces manières de vivre sont minoritaires, marginalisées et souvent stigmatisées. Il n'y aurait qu'une bonne manière de réussir sa vie, gagner de l'argent, si possible au détriment des autres et de la nature. Toute autre aspiration relèverait soit de l'échec, soit de la folie. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux, chantait ainsi Georges Brassens. Comment dès lors s'extraire de la répétition de ces standards de vie, de l'automatisation des modèles de prédation et de destruction? Face à l'extrême conformisation de l'homme moderne, il nous semble urgent de privilégier une éthique de l'autocréation, c'est-à-dire de valoriser le processus d'engendrement autonome de l'individu. Réaliser ses propres choix, devenir soi, requiert de faire abstraction du regard inquisiteur de l'autrui généralisé, d'avoir le courage de faire preuve de subversion et de vivre en décalage avec la morale du troupeau. Entre imiter et créer, il faut choisir. Créer, c'est vivre deux fois, quand imiter, c'est ne pas vivre du tout. Dans tout cela, quelle est la solution d'autopoïèse? Toute la philosophie platonicienne, puis chrétienne, renie la possibilité de créer en soi, et par corollaire de s'auto-créer. La réminiscence, la poésie et l'art ne sont qu'un éveil des possibilités latentes chez Platon. Dans le Ménon, il écrit par exemple « Ainsi, immortelle et maintes fois renaissante, l'âme a tout vu, tant ici-bas que dans l'Hadès. Il n'est rien qu'elle n'ait appris. Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à ce que sur la vertu et sur le reste, elle soit capable de se ressouvenir de ce qu'elle a su antérieurement. » Toute la science s'est constituée sur ce socle ontologique. L'individu y est sans cesse défini par des causes antérieures. Pour la biologie, il est un homme neuronal, gouverné par ses gènes. Pour l'économie, il est un homo economicus, mu par la maximisation de ses utilités économiques. Pour la sociologie, il est un homo sociologicus, déterminé par des forces coercitives de sa culture. Bien au contraire, la philosophie d'autopoïèse défend la possibilité irréductible de création de soi. Cette capacité d'autocréation en chacun de nous se base sur une logique de projection. Nous sommes ce que nous voulons faire. Agir par soi-même nécessite d'une part de se débarrasser de la pression sociale et d'autre part de s'organiser en vue d'un but défini. Cette représentation s'appuie sur une culture philosophique autour de Diogène, Nietzsche, Bergson, Bachelard, Alain, Pessoa et d'autres, et de nombreuses études expérimentales en psychologie et en neurosciences. Donc la mission d'autopoïèse est de vous accompagner dans votre cheminement vers l'autocréation. L'approche autopoïétique construit un pont entre le développement personnel et professionnel. Vous apprendre à créer, à vous créer, dans votre vie comme dans votre carrière, voilà notre raison d'être. Qu'est-ce qu'une démarche autopoïétique? Alors que nombre de tâches processuelles et routinières vous abîment et vous frustrent, un travail autopoïétique vise à vous transformer, à vous créer, à vous sublimer dans un projet. La démarche autopoïétique est une approche philosophique qui entend, à travers un projet, professionnel notamment, doter l'individu d'un équilibre psychologique et d'une harmonie intérieure. Il faut alors se concevoir comme un édifice en constante construction ou destruction. Se sentir mieux consiste dans un travail de création de soi où le chaos devient ordre. S'engager dans un projet créatif, quelle que soit sa nature, entrepreneuriale, professionnel, littéraire, sportif ou artistique, ne se limite pas à construire une œuvre ou atteindre un objectif. Votre action participe pleinement à votre construction interne. Ainsi, votre investissement dans des tâches rébarbatives et aliénantes vous détruira. À l'inverse, un travail de création vous sublimera. L'accompagnement d'autopoïèse consiste à casser la répétition toxique des travaux asservissants pour vous aider à trouver des cercles vertueux au sein desquels s'auto-engendre harmonieusement une œuvre et un créateur. L'approche autopoïétique vise à mettre en place les conditions optimales de création permettant de vous élever en même temps que votre projet. Suivre une démarche autopoïétique peut se réaliser par de la formation, du coaching ou encore la participation à des lieux de réflexion accessibles à tous. Je finirai cette petite vidéo par un poème de Lord Byron que j'aime particulièrement. Il est au sein des bois, un charme solitaire, un pur ravissement aux confins du désert, et de douce présence où nul ne s'aventure. Au bord de l'océan qui gronde et murmure, sans cesser d'aimer, l'homme, j'adore la nature.